Some women faint. They're so overcome with emotion. Today, the emotions of most Parisians are satisfied by the wildest cheering and excitement in a generation. On to the Hotel de Ville. But the crowd is unaware of the tragedy that is about to strike. Then it happens. Enemy snipers hiding out on rooftops open fire. Amazing scenes. Scenes the world waited to see, filmed under fire by underground cameramen who kept grinding while bullets whizzed past on every side. And everywhere, the mad scramble for safety. Two Frenchmen compare pistols in the midst of this historic battle. Behind the car, a sharpshooter opens up as the battle spreads through the city. Panic and terror strike again at the men and women of Paris. One boy is literally yanked to safety. Workers make a dash to rescue French patriots who have been hit. Dozens are badly wounded, some of them spectators. It's an ugly, gruesome aftermath. Then FFI men on a rooftop spot the white flag. The sneak attackers have surrendered. The angry mob strikes out in pent-up fury against the captured snipers. Throughout this astonishing episode, de Gaulle remains utterly composed. Next day, another famous visitor. General Eisenhower arrives, accompanied by Lieutenant General Bradley and other high officials. It's a great moment for the commander of the American forces that helped liberate Paris. These are Signal Corps films. Then, 2 days after Eisenhower's arrival, Paris has its day of days, the parade of American troops. Rooftop and boulevard are jammed with citizens who have been hailing the Yanks since they arrived. But today in the streets of Paris, the welcome is going to be official and terrific. Parade begins, the armored vanguard of a triumphal procession along the Champs-Élysées. Street scenes for history, Paris cheering the Stars and Stripes, cheering General Bradley, cheering America. No buses or subways running yet, but Parisians get there just the same.
the main event of the big parade, appearance of the slugging doughboy, an entire division of them. Kids from Main Street America parading down the main street of France as their fathers paraded 26 years ago. For the Yanks, this is the hour they'll never forget. In full battle array, they march through Paris, ahead to another European capital, Berlin itself. Their advancing tread already shakes German ground. Godspeed, our fighting Yanks. Les Américains ont tenu une grande place dans la libération de Paris, puisque le 25 août, il y avait aussi des troupes américaines qui ont pénétré dans la capitale, notamment la 4e division d'infanterie. Et quelques jours après la libération, ces troupes ont défilé sur les Champs-Élysées, on le voit bien sur ces images, un défilé d'ailleurs qui n'est pas très militaire, et elles ne défilent pas d'une manière impeccable. Mais c'est sympathique, elles sont accueillies de manière enthousiaste, et si l'on en croit le témoignage des membres de l'entourage d'Eisenhower, ce défilé avait été demandé par le général de Gaulle pour montrer précisément aux Parisiens, et notamment au mouvement communiste, que son autorité était solidement assise et que l'on pouvait compter sur lui pour défendre une certaine idée de la France et de la démocratie française. Mais en quoi un défilé d'Américains permettait-il de développer son autorité? Expliquez-nous ça un peu. Cela voulait dire en fait que De Gaulle disposait d'une force sur laquelle il pouvait éventuellement s'appuyer, c'est-à-dire qu'il pouvait compter sur l'amitié des Américains pour asseoir son autorité. Et vous croyez qu'il en avait besoin? Je pense que ça n'était pas tout à fait inutile et qu'en tout état de cause, il pouvait y avoir des doutes de la part de certains sur la réelle autorité de Gaulle juste après la libération de Paris. Mais qui pouvait secréter ces doutes? C'est-à-dire qu'à l'époque, enfin, personne ne doutait de la légitimité de Gaulle. Non, certainement, mais il est évident que dans certains milieux communistes, on pensait que c'était peut-être le bon moment pour essayer de prendre le dessus, tout en gardant De Gaulle, bien entendu, mais en le privant de sa liberté d'action. Et vous ne pensez pas qu'il y a une autre interprétation possible à celle que vous donnez de cette demande? Je ne la donne pas, je la rapporte. Oui, mais vous ne rapportez que celle-là. On pourrait peut-être dire autre chose. On pourrait peut-être dire qu'en disant aux Américains « venez défiler dans Paris », De Gaulle montre aux Américains que c'est lui qui décide que les Américains peuvent défiler dans Paris. Oui, mais n'oubliez pas une chose, c'est que lorsque De Gaulle fait son discours à l'Hôtel de Ville, où il dit que Paris s'est libéré lui-même, cela veut dire que Paris n'a pas dû son salut aux troupes américaines. Or, précisément, quelques jours après, au moment où défilent ces divisions sur les Champs-Élysées, il insiste bien sur l'idée que Paris s'est libéré avec l'aide de ses alliés. Il y a un changement de ton dans la présentation que fait le général de Gaulle de la libération de Paris. Et au même moment, le comité central du Parti communiste français ne mentionne nullement l'aide que les Américains ont pu apporter à la libération de Paris. Il y a donc un conflit politique, une sorte d'interprétation divergente sur le rôle des Américains dans la libération de Paris. Near Quebec's beautiful Chateau Frontenac, President Roosevelt arrives for another historic meeting with Prime Minister Churchill, perhaps their most important meeting yet. They first met in August 1941, and out of that rendezvous at sea came the Atlantic Charter. Then Casablanca, January 1943, and plans for the liberation of France. And the sensational Tehran Conference sealed the doom of the German army. Now in Quebec, a jovial and confident Winston Churchill arrived. And in a scene marked by easy informality, the leaders of two great nations join hands to plan peace in Europe and speed final victory against the Japanese. André Caspi, nous avons vu que les rapports franco-américains sont largement améliorés depuis un mois ou deux.
Mais à la conférence de Québec, la France n'a pas été invitée, que je sache. Non, la France n'est pas présente. C'est une conférence qui réunit les Britanniques et les Américains. Et d'ailleurs, dans le courant du mois de septembre, une autre grande conférence a lieu dans la banlieue de Washington, à Dumbarton Oaks. Elle a pour but de préparer la mise sur pied de la future organisation des Nations Unies. Elle réunit les 4 grandes puissances de l'époque, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et la Chine, mais pas la France. La France, officiellement, n'est pas encore reconnue par les États-Unis ni même par la Grande-Bretagne. Le gouvernement provisoire de la République française attendra le 23 octobre pour devenir le gouvernement de facto. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir de quoi l'on parle, pour l'essentiel, à Québec. On prépare, là aussi, l'après-guerre. Et notamment, le secrétaire au Trésor américain, Henry Morgenthau, a une idée géniale. Il pense en effet que les Allemands ont fait trop de mal, qu'il faut empêcher qu'après la guerre, ils recommencent, et par conséquent, il faut détruire la puissance industrielle de l'Allemagne. Il faut donc la ramener, cette Allemagne, à l'état rural. Il faut la pastoraliser. On appelle ça la pastoralisation de l'Allemagne. Et il imagine une division de l'Allemagne en plusieurs États et la suppression, la démolition des industries et la réduction des Allemands à l'état de misère qui leur permettra en somme d'être aussi dépendants que possible de l'étranger. Et dans un premier temps, le président Franklin Roosevelt accepte. Il fait sien le plan Morgenthau. Et il agit de telle manière qu'il convainc plus ou moins le Premier ministre de Grande-Bretagne, Winston Churchill, de le suivre. Par la suite, pour ne rien vous cacher, le plan Morgenthau sera abandonné. Mais cela veut dire qu'en septembre 1944, les Américains ont une vision particulièrement dure de ce que sera le sort de l'Allemagne après la guerre. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans la phase la plus forte de l'hostilité à l'encontre de l'Allemagne. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les Soviétiques ont une position inverse, puisqu'ils vont essayer de sauvegarder quelque chose de l'Allemagne, et après, les positions vont s'inverser, comme on le sait. Et puis, n'importe comment, les Anglais ne tiennent pas non plus à suivre les Américains, parce qu'ils savent très bien qu'une Allemagne réduite à l'état pastoral sera un véritable danger au cœur de l'Europe, que cela suscitera un sentiment de revanche qui inévitablement mènera un jour ou l'autre à une nouvelle guerre. Au fond, les Américains, ces Américains-là, en ce temps-là, se comportent un peu ou réagissent un peu comme les Français en 1918-19. Quand ils voulaient réduire l'Allemagne, il n'y a pas grand-chose. Évidemment. Avec les conséquences que ça a pu avoir. Mais il y a eu d'autres décisions à Québec, et il y en a une, je crois, qui est aussi importante. Elle porte sur l'Extrême-Orient, c'est que Churchill sent que l'avenir de la guerre lui échappe. Certes, dans la campagne d'Europe, les Anglais ont réussi, si j'ose dire, à faire presque poids égal avec les Américains. Je ne connais pas les proportions d'hommes exactement, mais c'est peut-être 8 contre 12 ou quelque chose comme ça. Et puis ils ont joué un rôle essentiel dans le débarquement. Mais plus le temps passe, et plus ce sont les Américains qui maîtrisent la situation dans la campagne d'Allemagne, de France, d'Allemagne, etc., et de Belgique. Bon. Alors, Churchill, pour que la main lui reste, et pour qu'on ne l'accuse pas d'avoir obligé les Américains à débarquer en Europe sans contrepartie, veut montrer que maintenant, il va être efficace dans le Pacifique. Et il propose que toute la flotte britannique passe dans le Pacifique pour aider Marshall, enfin pour aider MacArthur, pour aider les Américains à triompher du Japon. Mais il a une petite arrière-pensée, en vérité, c'est que ça lui permet aussi de sauver l'Empire, qui est menacé. Et du coup, ce sont les Américains qui ne tiennent plus tellement à ce que les Anglais les aident dans le Pacifique. Situation retournée, là aussi, comme on voit. Ben, écoutez, on va voir ces activités japonaises, maintenant, qui vont nous montrer des faits assez étonnants, parce que sans relation directe, sauf un sujet ou deux, avec la réalité de la guerre.8月20日、第一米空軍夜旅北九州中国西部に来襲。制空部隊これを擁撃して熾烈なる戦闘を交え、たちまち撃墜23機を稼働。燃えくすぶる B29 の残骸。
すでに原形をとどめる。およそ80機をもって不敵にも白昼我が鉄鋼生産の用地八幡を伺いしアメリカの野望海軍にルーズベルトよ見よ知れ、覚悟醜い姿こそは何ら侵略主義の慣れの果てである。我が本土空襲のために生産を急ぐと伝えられる B29、いかにこれを大量に繰り出すとも我が鉄壁制空陣はこれに鉄平打撃を与えるのみ。腕一本我が本土の土に触れもって目的を達したりとするか。補助タンク、熱化物、飛行物、シナ大陸への不時着を予定して正常期にアメリカ国籍証を付す。未練極まりなし。軍官民一体の防空活動は被害を最小限にとどめて復旧作業は直ちに目覚ましく進行。250キロ爆弾の威力なし。この時我らは深く山田総長、野部軍曹、高木兵長、三遊士体当たりの陣中を思い、かつは後に続くものあるを真実と懺悔せる。野部軍曹の期待に背くなかれとするものである。10億で守り築こう大東亜の空。米英に再びは踏ませぬマライの土。僕らの飛行機、我らの戦闘機を大空へ送る住民の顔に喜びを生えて、空も快晴の戦闘機献納式。飛んだ飛んだ日本軍の戦闘機。マライ人、インド人、華僑の戦闘機。打ち振る日照機に勝利は満ち溢れて、大空の守りは完璧だ。燦然と胸に輝く大きな気象も誇らかににっこり笑った南のサルタン。今日からは北ボルネオミリ州の名誉参事。日本軍のボルネオ上陸をもろ手を挙げて歓迎したこのブルネイのサルタンに、新しく訪れた活躍と栄光の日である。健闘を祈ろう。トラックにお楽しみをいっぱい詰めて、ジャワの村々を次から次へ。今用宝船の巡回下部園芸隊。戦おう、作ろう。必勝と増産の掛け合いにインドネシアの顔もほころび、日本の恵みは村々に行き渡る。かつて思いもかけなかった楽しいひととき。André Caspi, je crois il va de soi, il est clair qu'en montrant ces scènes à Java, auparavant en Sarawak, auparavant en Malaisie, les actualités japonaises veulent cacher aux Nippons toutes les défaites qu'ils connaissent sur mer. Et c'est un peu une illusion que de montrer cela, puisqu'ils sont en train, sinon de perdre leur empire, du moins de se préparer à le perdre.
勝負で、はい。あたに、はい。引き受けました決戦輸送。激しい訓練も踏み越えて男子に代わる国鉄の輸送戦士、車掌、通信、転鉄、連結、解放、どんな難しい仕事でも見事にこなす。これこそは国家荒廃の決戦に決然戦う日本女性の力の塊。補選、重勤労働の補選にまでも勝ち抜く女性は乗り出している。振り上げるツルハシの人打ちが列車の安全を保障する。これを動かしますと主電動機に通る電流が次第に速くなる。速力が速くなります。電流注文には逆に回して解放の位置まで戻すとやっています。戦う女性は厳しい判断の力を身につけて恐れず慌てず電車も運転。左行って停止、交代、手を上げて後ろを見る。左に切りながら下がる。前に切っていく。停止。前進交代も思いのまま。大型貨物自動車の重いハンドルも正しく切って輸送の愛路、小運送に挺進する。東京自動車区に出陣すれば重要物資が待っている。彼女たちの輸送を待っている。戦いの勝敗を決する航空機の増産こそ今やまさに広告女性の双肩にかかっている。細かい心遣いで立派な飛行機を決死の頑張りで大量に前線へ送ろう。薬品の分析と調合に緻密な頭脳と器用な手元が狂いを見せん。さて8月8日、女子使用標準率が定められた。最高 60% 以上を女子が担当する作業場は8種に上るが、その一つ、この製薬工場はもう 100% の好成績。前線の将兵15の国民を彼女たちの優しい心が守り続ける。決戦女性の職場はますます広く、生産の戦いを担ってその責務はますます重大。今ぞ最後の勝利へ、必死送信軍の時は来た。賢くも天皇陛下の森林を仰ぎ立て祭り第85回帝国議会開院式は9月7日意図厳かに執り行われました。かたじけなくも勝ちを決するのき、まさに今日にありとのお直後様あり。必勝の誓いも新たなる歴然議会はいよいよ深く論議を尽くし、もって平穏に応えたつまつらんことを期したのであります。当面の戦局に即応する決戦施策の第1は、戦意の高揚と必勝国家体制の確立であります。重要施策の第2は、
戦力の増強でありまして、即時戦力化しうる限りのあらゆる国力を傾倒して決戦戦力中んずく航空戦力の急速なる増強に集中することであります。すなわち諸施策の重点をここに置き、人も物も金も一切を挙げてこれが急速具現に努力いたしておるのでありまして、当面の決戦に有効に戦力化し得ざるがごとき諸施設並びに産業活動はこれを停止して重点産業に移行することが絶対の要求なりとし、過半来すでに着々必要の措置を採用しております。第三の重点施策は食料増産および国民生活の安定であります。重要施策の第4は労務と国民動員の問題についてであります。この重大事局に直面いたしまして、老若男女を問わず国内に一人の有給者一人の傍観者も存在することは許されません。一億が総理勝利への戦闘配置につき成功を傾けて事故に課せられたる使命に邁進することがすなわち人事を尽くして信条を待つゆえんであります。次に東インドにおきましては現地軍政に対する協力また誠に見るべきものがあります。この実情に鑑みまして帝国は東インド民族永遠の福祉を確保するため将来その独立を認めんとするものなることをここに声明するものであります。次いで米内海上登壇、今後まさに打つべき必勝方策ある旨を宣明。戦局いよいよ重大を心の時、将からずも海軍大臣の重責を拝し、誠に強く感激に足りないところであります。本年初頭以降の戦局の外観は、それを率直に申しますれば、我々各方面とも局部的には非常なる戦果を上げてきたにもかかわらず、大局的には遺憾ながら真の状況にありと申すべき。しかも今後は一層の難局を予期せねばならぬ状況にあると思います。新鋭航空機の急速充実を要求せられるゆえに実にここにあるのであります。今や海軍航空部隊は連綿不断昼夜を分かたず敵撃墜に奮戦中であることはご承知の通りでありますが、昨今戦局の激化に伴い戦闘による航空機の消耗率は次第に大となり、また故障等も予想以上に多数に上っております。私は一億国民諸君のご協力により第一線部隊にその要望通りの航空機を送り、思う存分活躍せしみたい念願でいっぱいであります。東軍滅敵動くの扱い。一つ
本業蒼天を仰ぎ高度に伏して全日本海軍軍人が奮撃を新たにし終的撃滅の誓いを立てんとする。非常事態に備えて立ち上がった帝国在郷軍人会は9月11日全国一斉に上天動員を行い国土防衛隊を組織常在戦場の緊急配備を完了した。この日東京でも今の明けやらぬ午前4時半それぞれその結成式を決行。滅敵豪国の誓いも固く別々の闘魂を分裂に見せて国民総武装の先端を行く。関門海底トンネルは大戦下幾多の難関を突破し6月30日第2トンネルもついに輝かしい竣工を遂げましたが不屈の闘魂をもってこの難工事を完遂した運輸通信省下関地方施設部に対し9月6日健康上授与式が行われ小磯首相より星野施設部長に対し管理功労表彰令制定以来初めての団体表彰を行いました。作業の安全を神に祈り黙々と立ち働くトンネル戦士が関門の海底に苦闘を続けること8か年昭和11年10月功を起こしてから日本技術の栄誉にかけて掘り進んだ血と犠牲の難工事ではあった。地盤に従って後方をことにしあるいはここに見るごとくおよそ人体には耐え難いほどの高圧の空気を送ったその中でシールド後方の掘削が進められた。しかし今やこの世界最長の海底トンネルも見事に完了。団体表彰の栄誉とともに本州九州の間に鉄路は連なった。決戦段階の今日このトンネルの果たす輸送力の増大はけだし偉大なるものがあるであろう。Quelles sont vos réactions, André Caspi, devant ces actualités japonaises? Ce qui est frappant, c'est de voir le nombre de femmes et le nombre de vieillards qui circulent dans les rues des villes japonaises. Ça signifie en somme que les autres, les hommes d'âge mûr, les jeunes hommes, ne sont plus là, ils sont à la guerre. Et on a de plus en plus le sentiment que les combats se rapprochent. Les Japonais sont obligés de montrer que les bombardements américains ne réussissent pas, qu'ils ont abattu une forteresse B-24. Mais de toute évidence, le moral n'y est plus. Et les Japonais sentent bien que désormais, la guerre est à leur porte. Oui. Au reste, le discours introductif, en présence du Mikado, du nouveau Premier ministre, rappelle par certains de ses traits les discours de Goebbels après Stalingrad. Il appelle au sacrifice suprême. C'est donc, c'est perdu, c'est fini. Mais alors, si on passe aux États-Unis, à la date où nous sommes, où en est-on? Je veux dire qu'il y a une époque où on penchait pour se battre dans le Pacifique, puis finalement, on se bat à l'Ouest, on se bat, enfin, disons plus exactement en Europe. Mais là, on a l'impression que ce sont les élections qui jouent le rôle principal dans la vie civique américaine au moment où nous sommes. Est-ce qu'il y a un lien en Amérique entre ces problèmes? Est-ce qu'il y a des... Politiquement, est-ce que ça implique un partage ou pas du tout? Oui, il y a plusieurs liens. Premier lien, par exemple, le général MacArthur a été pressenti par des républicains pour être leur candidat. Il a fait savoir qu'il préférait rester le commandant en chef des forces terrestres
dans le Pacifique et par conséquent tenir sa promesse de revenir aux Philippines et de mener jusqu'à la victoire les armées alliées. Seulement les Philippines ne sont pas encore atteintes, elles ne le seront par les Américains qu'à la fin du mois d'octobre. Il y a un deuxième lien, c'est que dans la campagne elle-même, Thomas Dewey est bien obligé d'attaquer le président Roosevelt, sinon il n'y aurait pas de campagne électorale. Mais pour dire quoi? Pour dire que le président Roosevelt gère mal les affaires de la guerre, qu'il prépare mal l'après-guerre, qu'il est en somme à la tête d'une administration incompétente, toutes choses qui ne passent pas facilement. Et enfin, je dirais qu'il y a un troisième lien, c'est que le président Roosevelt lui-même n'est pas encore entré dans une campagne active. Il préfère donner le sentiment à ses compatriotes qu'il est le chef de guerre, le commandant en chef qui assure la victoire des armées. Mais il n'empêche que tout au long du mois d'août, on s'est demandé si Roosevelt serait capable de mener jusqu'à son terme cette campagne électorale. Il a eu une alerte cardiaque et lorsqu'on le retrouve au mois de septembre 1944, il a beaucoup maigri, il a vieilli, ce n'est plus exactement le même Roosevelt. On sent que, pour reprendre le mot de Churchill dans une toute autre circonstance, on sent que c'est déjà le commencement de la fin. Alors évidemment, la question c'est de savoir qui auprès de Roosevelt pourrait assurer la succession. Personne. Roosevelt a bien choisi un candidat à la vice-présidence, c'est Harry Truman, mais non pas pour lui succéder en cas de mort, simplement dans la perspective des prochaines élections présidentielles, celles de 1948. On est donc véritablement à la fois dans un effort de guerre qui ne se relâche pas et dans une situation politique qui fait que beaucoup d'Américains se disent en 1944, mais ça fait quand même 11 ans que c'est le même président qui nous gouverne, cela fait 11 ans que c'est la même majorité qui détient le pouvoir. Est-ce que cela va durer? Est-ce que l'on ne connaîtra jamais d'autres présidents qu'un président démocrate, d'autres congrès qu'un congrès à majorité démocrate? Le débat de politique intérieure est important, même si les Américains ne cessent pas de penser à ce qui se produit en Europe et à ce qui se produit dans le Pacifique. Autrement dit, c'est un débat politique sans enjeu. Et on pourrait dire que c'est un précédent parce qu'il y a d'autres circonstances dans l'histoire, même de nos jours, où certains candidats peuvent se présenter contre d'autres et on cherche vainement ce qui peut les différencier. C'est-à-dire qu'il faut se présenter parce que c'est le calendrier électoral qui l'exige, oui. Mais le programme que Dewey met en avant ressemble par beaucoup de traits au programme que défend Roosevelt, à telle enseigne que désormais les républicains ont comme mot d'ordre « me too », c'est-à-dire « moi aussi ». On pourrait dire que leur programme se résume dans une expression « le moi aussisme ». Moi aussi, je fais la révolution sociale, moi aussi, je mène la guerre, mais si vous m'élisiez, je ferai mieux que ceux qui sont en place. Merci André Caspi. La semaine prochaine à Histoire parallèle, nous verrons des actualités britanniques et allemandes.